Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Françoise Imray. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste des droits de l'homme. Je vous ai invité parce que vous avez co-signé une tribune au sujet du sort des enfants français détenus en Syrie pour que ceux-ci reviennent en France. On va en parler longuement, mais puisque vous êtes, comme je viens de le dire, avocat, spécialiste des droits de l'homme, ancien ambassadeur des droits de l'homme de 2008 à 2013. Je dois dire aussi que vous avez été ambassadeur de France au Danemark et vous avez survécu à une attaque terroriste qui a eu lieu à Copenhague en 2015 qui visait des caricaturistes soutenant Charlie Hebdo. Autrement dit, la question du terrorisme n'est pas uniquement une question professionnelle ou théorique pour vous, mais lorsque l'on vient d'évoquer cette question du traçage anti-Covid, on voit qu'il y a aussi de nouvelles questions qui se posent en matière de droits de l'homme. Aujourd'hui, votre point de vue à ce sujet? Ce n'est pas les technologies sur le traçage qui posent problème, c'est le détournement de ces technologies. Détournement par des autorités, et là dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Ça peut être le détournement aussi par des régimes ou par des pays, dans certains cas. Mais je dois dire qu'il est clair qu'une des plus grandes menaces aujourd'hui sur les droits fondamentaux, c'est notre goût du traçage illimité. Il y a de l'hubris là-dedans aussi, du souvenir sans limite aussi, qui fait qu'on peut poursuivre aussi des gens de nos rancœurs, de nos haines perpétuelles, que l'idée même de prescription, d'oubli, de pardon sont devenues totalement désuètes aujourd'hui, alors que ce sont des piliers de notre civilisation judiciaire, de notre civilisation tout court, et morale également. Oui, les nouvelles technologies de l'information sont une menace sur les droits fondamentaux. Il ne faut pas les rejeter en elles-mêmes parce qu'elles peuvent apporter beaucoup de choses. Elles sont nécessaires, notamment en matière de traçabilité des maladies. Là, c'est une évidence. Mais toutes les institutions propres à éviter les détournements, et notamment les règles, la règle fondamentale selon laquelle, même en matière pénale, la loyauté de la preuve est essentielle. C'est un élément fondamental des droits de l'homme. On ne peut pas apporter une preuve par des moyens déloyaux, c'est-à-dire par des moyens détournés, volés. Ces règles sont de plus en plus désuètes. Or, c'est notre seule protection. Mais Françoise Imray, est-ce qu'il n'y a pas des combats, alors par exemple, combat contre un virus, ou alors, je ne veux pas faire de parallèle scabreux, mais combat contre le terrorisme, combat contre la pédocriminalité, qui justifie qu'on en rabatte un peu en matière de droits de l'homme? Ça s'appelle Guantanamo. La fin justifie les moyens. C'est une proposition d'ailleurs dans la campagne campagne présidentielle. C'est un débat permanent qui a toujours accompagné la course de l'humanité. Qui est jamais abouti, et aujourd'hui, je pense que c'est un des combats majeurs en matière de droits de l'homme. C'est de rappeler que les droits de l'homme, ce n'est pas un idéal absolu, ce n'est pas de la morale, ce n'est pas la lutte. Pourquoi c'est pas de la morale? Non, les droits de l'homme, c'est pas de la morale. Les droits de l'homme, c'est des droits qui existent ou qui n'existent pas, qui sont appliqués ou qui sont violés. Des droits et des conséquences des victimes, des auteurs, des juridictions, des institutions. Et ce n'est pas de la morale parce que si c'est morale contre morale, il n'y a pas de compromis. Regardez les grands sujets de société, l'avortement, le mariage pour tous. On peut être pour les uns ou pour les autres. Mais je prends ces deux exemples qui me viennent à l'esprit comme ça spontanément. Mais ce qui n'est pas discutable, c'est que l'on soit dans un camp ou dans l'autre, on se part d'arguments de nature morale. Et c'est pour ça que c'est irréconciliable. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les valeurs qui sont irréconciliables sur les questions que vous venez d'évoquer. Non, les droits de l'homme, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas de l'éthique. Ce sont des droits. Et des droits, qu'est-ce que c'est? Ce sont des textes qui sont l'objet de compromis qui sont adoptés parfois au milieu de la nuit par un parlement, par une instance onusienne ou multilatérale, et qui par conséquent sont profondément humains. Ce sont des règles que l'on considère devoir communément adopter. Et ces règles ne sont pas parfaites. La morale, par définition, est parfaite. C'est un absolu, et c'est un absolu insoluble, parce qu'absolu, comme le disait la philosophe Jeanne Hersch.
Françoise Imret, je vais m'adresser à l'homme et pas à l'avocat. Comment une victime du terrorisme, puisque vous êtes victime du terrorisme, peut se mettre du côté des terroristes et, par exemple, défendre le sort de leurs enfants? Ce n'est pas se mettre du côté du terrorisme, c'est se mettre du côté du droit. Du côté du droit parce que, et de l'humanité tout simplement. D'abord parce que ces enfants sont innocents et ce sont eux-mêmes des victimes du terrorisme. Ces enfants n'ont pas demandé ni à être enlevés par leurs parents pour rejoindre un camp de misère en Syrie, ni même à naître dans ces conditions-là. Ils cumulent les pires des handicaps. Ils sont nés au mauvais endroit, au mauvais moment, des plus mauvais parents. Donc ces enfants sont des innocents, même s'ils représentent, je le comprends tout à fait, un défi tout à fait considérable pour la société. La question de leur retour, que je soutiens totalement, n'est pas sans inconvénient. Ce n'est pas une question facile. Je ne mésestime pas la difficulté qu'il y a à prendre une telle décision, les hésitations auxquelles elle peut renvoyer. Mais je crois que par quelque bout que l'on prenne la question, je ne vois pas au nom de quoi on peut nier à ces enfants la qualité d'enfants et de surcroît la qualité de français, puisqu'il y a un certain nombre d'enfants français, et par conséquent leur apporter, à tirer de cette situation les conséquences qu'elle appelle. Est-ce que ça n'est pas rapatrier une menace future, Françoise Imret? Oui, certainement. Je pense que je serais, qu'il s'agisse de Bernard Cazeneuve, co-signataire de cette tribune, ou de moi-même, nous n'avons ni l'un ni l'autre aucune raison de sous-estimer la menace, le risque, la menace d'ailleurs directe, ou bien les problèmes d'acceptabilité sociale aussi que poserait ce rapatriement. Néanmoins, je crois que c'est une décision peut-être difficile à prendre, mais qu'il faut prendre, tout simplement parce que, malgré tout, il y a aussi une menace. Si on se place sur le terrain sécuritaire, il y a aussi une menace à les laisser là-bas, où ils n'auront pas d'autre horizon que la radicalisation. Et précisément, aujourd'hui, en pleine campagne présidentielle, est-ce la priorité? Au moment où il y a de telles crispations identitaires en France, Françoise Imret, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre de côté un certain nombre de sujets qui sont trop clivants pour une société qui semble déjà clivée? Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment, au contraire, pour interpeller les candidats et les inviter à se positionner sur cette question difficile. Mettre de côté, la question l'a été depuis un moment, puisqu'il n'y a pas eu un seul rapatriement depuis le début de l'année 2021, et alors même qu'il y a aujourd'hui plus de 200 enfants français, dont certains en très bas âge, qui sont dans des conditions de vie totalement indignes. Beaucoup sont orphelins aussi, et livrés totalement à eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas acceptable. Vous avez eu des retours de la part des candidats à la présidentielle, Françoise Imret. Quel est le point de vue des uns et des autres? Non, je n'ai pas eu de retour des candidats, mais je pense que ça fait partie des questions difficiles, douloureuses, dans lesquelles, là encore, voyez-vous, c'est pas la question morale est presque pas secondaire, mais il y a des arguments moraux des deux côtés, d'ailleurs, parce que la sécurité est un droit fondamental aussi, et les conséquences en termes de sécurité peuvent avoir aussi, évidemment, peuvent être appréhendées sous le prisme de la morale. Mais il y a heureusement une société qui est encore structurée par des droits et des principes. Et ces droits et ces principes commandent que l'on rapatrie ces enfants et que l'on leur accorde la protection à laquelle leur qualité donne droit. Mais encore une fois, c'est pas le bien, le mal. Je ne suis pas du tout de ces personnes qui voient le monde sous ce prisme-là. Je vois très bien les inconvénients et la difficulté de prendre une telle décision. J'ai été moi-même responsable public, vous l'avez rappelé, et j'imagine que cette décision n'est pas facile à prendre. C'est pourquoi il est important de mobiliser l'opinion, en tout cas de la sensibiliser, en sorte que cette décision soit socialement acceptable, pour rendre la prise de position politique admissible. L'agenda est mal trouvé. Il y a donc
cette présidentielle, il y a aussi le procès des attentats du 13 novembre. Et je l'ai dit, vous êtes avocat, vous êtes aussi président de l'Association française des victimes du terrorisme. Vous avez déposé à ce procès du 13 novembre. Qu'est-ce que vous y avez dit, Françoise Imray, et comment conjuguer à la fois cette déposition que vous avez faite et ce rôle très actif que vous avez en faveur du rapatriement des enfants de djihadistes? D'abord, cette position pour le rapatriement, je l'ai prise à titre tout à fait personnel, elle n'engage que moi et pas l'association. Mais ce que j'ai dit à ce procès, c'est plusieurs choses. D'abord que, contrairement à ce que l'on dit, au fond, et c'est ce que j'ai dit d'abord aux victimes du terrorisme, qu'il a fallu préparer à ce procès, parce que ce procès est une épreuve pour elles. L'idée qu'un procès fait justice d'une situation d'une souffrance est une idée fausse. Rien ne rendra justice de ceux qui sont disparus, de ceux qui sont morts, qui ont perdu un proche ou qui ont perdu leur propre intégrité. En revanche, l'ambition la plus haute que l'on puisse se fixer, c'est là où il y a eu le chaos, de faire passer le droit. Et ce n'est pas faire injure à la Cour d'assises, qui travaille de façon tout à fait remarquable, que de dire qu'au fond, elle n'est pas là pour rendre justice avec un grand J, ce qui nous situerait dans le registre moral dont je cherche à m'extraire, mais à dire le droit, c'est à mon avis l'ambition la plus haute qu'on puisse se fixer. Et j'ai dit également, dès lors, que le succès de ce procès ne se mesurera pas en années de prison. Il se mesurera en moments d'humanité, en compréhension mutuelle, en capacité de transformer ces souffrances individuelles en moments d'histoire et de pédagogie. Et je dois dire que de ce point de vue-là, je pense que c'est tout à fait à l'honneur de la France d'avoir organisé un tel procès dans de telles conditions et dans un tel esprit d'écoute. J'ose pas dire de sérénité, parce que les témoignages des victimes, les provocations de certains des accusés n'incitent pas à la sérénité, mais au contraire suscitent une très grande émotion. Mais en tout cas dans un esprit d'écoute et de respect du droit. Personne, vous l'aurez relevé, ne dénie aux accusés des pire crime, le droit d'être défendu et d'être bien défendu. Eh bien, c'est notre honneur que de défendre cette civilisation judiciaire-là. Et là encore, vous voyez, c'est un des éléments de réponse à votre question de tout à l'heure. C'est le respect des principes, même si, évidemment, on pourrait être tenté de considérer que la fin justifie les moyens et que la fin, en l'espèce, notre sécurité, notre paix, eh bien, pourrait justifier que l'on fasse un certain nombre d'entorses aux droits fondamentaux. Eh bien non, et c'est notre honneur que de refuser ces compromis. Justement, j'aimerais vous faire entendre, Françoise Imray, un reportage effectué à ce procès des attentats du 13 novembre, un commentaire au sujet de l'un des accusés, Mohamed Abrini. Mohamed Abrini n'aime pas ce qu'il appelle les détails. Expliquer par exemple qui l'a conduit à l'aéroport de Bruxelles pour son départ vers Istanbul le 23 juin 2015, peu après sa sortie de prison. Destination finale, la Syrie, où il veut se rendre sur la tombe de son frère et où l'accueille Abdelhamid Abaoud, son ami d'enfance de Molenbeek, considéré comme le chef opérationnel des attentats du 13 novembre. Expliquer pourquoi il a acheté différents téléphones et cartes SIM au fil de ses voyages. Détail toujours. Pourquoi être allé au stade de Manchester, pourquoi être passé par Paris au retour et pourquoi autant de précautions, insiste l'une des assesseurs du président. J'ai rien à cacher, j'ai rendu service, point barre. Et si votre inquiétude est de savoir si cet argent a servi aux attentats, la réponse est non. Entre les interrogations sans réponse, ces détails insignifiants qu'il balaie d'un ton poli mais presque négligent, l'accusé perd parfois le contrôle, s'agace d'une question tordue, dit-il, de l'avocat général, s'énerve lorsqu'une magistrate reprend des échanges avec sa fiancée où il lui ordonne de lire le Coran et de porter le voile. C'est la vie privée d'un homme et d'une femme. Ça vous avance à quoi ? La Cour en décidera, monsieur Abrini. Le reportage de Florence Thurm à ces procès donc des attentats du 13 novembre. Françoise Imray, quand on entend cela, quand on entend les tentatives souvent assez pathétiques de ces accusés qui ne contestent pas leur participation à ces exactions, vous n'avez pas l'impression qu'on perd notre temps ? Non, l'impression que j'ai, à laquelle d'ailleurs on avait essayé de préparer un certain nombre de victimes avant le procès, c'est que face à l'immense souffrance
qu'elles ont subies et qu'elles continuent de subir, elles attendent des explications. Et que ce procès ne leur fournira pas nécessairement les explications à la hauteur de leur perte. Ou alors, cette explication, lorsqu'elle arrivera, ces lambeaux de vérité seront finalement très médiocres. On a d'un côté la perte d'un être cher, qui est irréparable, et qui est une plaie avec laquelle il faut vivre, et de l'autre, parfois, des comportements crétins. Et on se dit, des comportements qui sont... il n'y a pas d'autre mot, qui ne sont pas à la hauteur de la souffrance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que un procès pénal, c'est toujours une épreuve, d'abord pour les victimes. Mais justement, est-ce que cette épreuve pour les victimes mérite d'être endurée quand on sait donc que cela va durer de longs mois, que cela mobilise de nombreux moyens pour écouter des discours qui sont crétins, je reprends votre expression. Écoutez, il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'est de renoncer à ce que des siècles de civilisation judiciaire ont bâti, c'est-à-dire les droits fondamentaux, la possibilité de soustraire un accusé à l'arbitraire et de lui donner un procès équitable. Merci François Zimmray. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par une autre avocate, Marie Dauzé, pénaliste au barreau de Paris. Et elle publie Éloge de la prescription aux éditions de l'Observatoire. Et on continuera d'évoquer le sort de ces enfants français détenus en Syrie. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous sommes en compagnie de l'avocat spécialiste des droits de l'homme, François Zimmray, pour évoquer le sort des enfants français détenus en Syrie. Et nous accueillons une autre avocate, Marie Dauzé. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous avez publié Éloge de la prescription aux éditions de l'Observatoire. On vient de dire avec François Zimmray que le retour de ces enfants français, ils sont aujourd'hui en Syrie, ils sont pour la plupart détenus dans des camps, dans une sorte de no man's land juridique, avec une difficulté d'y voir clair. Certains sont orphelins. On vient de dire donc que cette question était une question qui relevait du droit et pas de la morale. Et justement, que dit le droit à ce sujet ? Le droit à ce sujet, c'est d'abord la Convention internationale des droits de l'enfant. La France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et la France est donc obligée de respecter cette convention. Elle s'oblige, cette convention s'impose à elle. Et évidemment, la France doit protection. Mais moi, ce que je constate tout de même, c'est que tout au long de ce quinquennat, la France s'est targuée de faire de la protection de l'enfance une priorité. Elle a même voulu, et elle s'est donné pour mission, de rendre visibles les enfants les plus fragiles. La question est, est-ce que ces enfants français méritent ou non la protection de leur propre pays ? Évidemment, oui. Encore une fois, ils sont victimes de deux choses, ces enfants, depuis, 3, 4, 5 ans. Certains sont dans ces camps pour la 5e année. Ils sont victimes de deux choses. Du choix de leurs parents, certes, mais depuis 3, 4, 5 ans, de la décision de leur pays de les abandonner à leur sort. Vous qualifiez ces camps de no man's land. Les ONG les qualifient de Guantanamo pour enfants. C'est ça la décision de la France. Marie Dauzé, si le droit dit quelque chose, et donc il semble dire quelque chose de très précis, pourquoi tout simplement l'État français n'est-il pas contraint de respecter ces conventions internationales ? On a porté ce contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme et nous attendons avec impatience sa décision, qui, je l'espère, condamnera la France pour exposer ses enfants à des traitements inhumains et dégradants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu obtenir une sanction devant les juridictions administratives ? Tout simplement parce que ce choix de rapatrier ou non est défini en droit comme un acte de gouvernement, insusceptible donc de recours devant les juridictions. Un acte de gouvernement. Et à partir de là... Un acte de gouvernement, ça veut dire qu'un gouvernement souverain est libre de gouverner comme il l'entend ? Tout à fait. Par contre, il y a les conventions internationales et la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, la France est signataire notamment de ces deux conventions, et donc, cela l'oblige, elle est contrainte de respecter ses obligations conventionnelles et internationales. Et nous attendons aujourd'hui qu'elle soit condamnée pour exposer ses enfants directement à des traitements inhumains et dégradants. Les faire revenir, mais comment, Marie Dauzé ? Si par exemple leur mère est détenue avec eux,
dans ce cas-là, leur père, j'imagine que le cas de figure n'existe pas, mais peut-être que vous me détromperez à ce sujet. Est-ce qu'il n'est pas finalement plus humain de maintenir les familles ou une partie de ces familles dans le même lieu? Mais évidemment, d'abord, vous avez raison de le souligner, les pères ne sont pas avec les enfants. Dans ces camps, il n'y a que les enfants avec leur mère. Les mères ne sont judiciarisées qu'en France. N'oublions pas que les autorités qui détiennent ces enfants et ces mères, c'est-à-dire les Kurdes du Rojava, puisqu'on appelle le nord-est syrien le Rojava, les Kurdes appellent tous les États à rapatrier ces enfants et leurs mères, et expliquent bien qu'ils ne sépareront pas les enfants et les mères, et qu'ils ne peuvent pas juger ces femmes, et qu'ils ne veulent pas juger ces femmes. Enfin, ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que depuis le départ de ces femmes, des juges antiterroristes français sont saisis de chaque cas, du départ et du séjour sur zone de chacune de ces femmes, et travaillent tous les jours pour accumuler des preuves à leur encontre. Ces femmes ne sont judiciarisées qu'en France, et elles seront jugées en France. En tout cas, elles ne peuvent être jugées qu'en France. Donc, les femmes qui ont réussi, par exemple, à fuir les camps, à s'évader des camps avec leurs enfants, sont rentrées en France parce qu'elles arrivent à gagner la Turquie. À partir de là, le protocole Cazeneuve s'applique et elles sont expulsées vers la France. Elles arrivent en France. Les enfants sont séparés des mères, les mères sont mises en examen et sont placées en détention provisoire, et les enfants, eux, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, vont être placés en famille d'accueil, puis dans leur famille, chez les grands-parents qui les attendent, chez les oncles et les tantes, et vont régulièrement voir leur mère en détention, accompagnés d'éducateurs et de psychologues, pour construire et comprendre leur histoire. Françoise Imray, vous êtes avocat spécialiste des droits de l'homme, je l'ai dit, vous êtes aussi ancien ambassadeur des droits de l'homme, mais si les droits de l'homme sont tout simplement des droits et pas de la morale, pourquoi la France n'est-elle pas contrainte d'appliquer ces décisions? Pourquoi n'y a-t-il pas des condamnations? Puisque si je décide par exemple de griller un feu rouge, ce n'est pas à ma libre appréciation, je serai, si un policier passe par là, pénalisé. Comme Marie Dosé, qui porte ce combat depuis longtemps, je dois dire, à qui je rends hommage pour l'avoir soulevé, et à un moment où c'était difficile à entendre, parce que plus nous étions proches des attentats, plus le corps social était rétif ou insensible, et tentait donc effectivement de laisser ce sujet dans l'angle mort. Et effectivement, c'est cela qui a valu cet abandon que vous mentionnez tout à l'heure. Mais comme elle l'a rappelé très justement, il y a heureusement des institutions, et c'est l'honneur de la France d'avoir porté l'existence de ces institutions, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont saisies. N'attendons pas une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme pour prendre les décisions qui s'imposent. Et encore une fois, ce sont des décisions difficiles. Ce n'est pas une lutte du bien contre le mal. Il y a des inconvénients, je ne les mésestime pas, je les mesure d'ordre différent, économiques, sociaux, sécuritaires, évidemment, le risque pris par le placement des enfants et la séparation des mères, le pari fait sur la déradicalisation qui n'est évidemment pas gagné d'avance. Bref, il y a des inconvénients qu'il faut regarder en face, mais de toutes les façons, nous n'avons pas le choix, ce n'est pas une option. Dès lors que ces enfants sont français et que nous sommes liés par des conventions internationales qui nous constituent, et c'est ça, c'est intéressant parce que c'est l'universalité des droits fondamentaux, elle s'incarne dans ces institutions internationales, et il faut les invoquer, ces textes, et il faut pratiquer ces institutions pour que ce grand apport, d'ailleurs, en grande partie français au monde, soit défendu et encore actuel. Marie Dosé, si je vous dis que les Français n'en veulent pas du retour de ces enfants, puisqu'un sondage a été fait, alors quel sondage, etc. Je vous cite un article de Libération d'octobre dernier. Là aussi, est-ce que finalement la souveraineté, elle n'est pas au peuple, alors certainement pas au sondage, mais au peuple, à un peuple hypothétique qui influencerait en l'occurrence les politiques, qui se diraient que c'est un combat où il n'y a que des coups à prendre? Vous savez,
Ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est toujours très compliqué à définir, et surtout par sondage. Elle n'est pas figée. Moi, ce que je constate, c'est que Françoise Imray l'a rappelé, voilà, 3 ans que je me bats pour le rapatriement de ces enfants. Lorsque je prenais la parole sur ce sujet-là, il y a 3 ans, je recevais régulièrement des menaces de mort. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire que je reçois des demandes de stage d'étudiants qui sont profondément choqués par cette situation. Je ne pense pas qu'on puisse, sur des questions comme celle-là, considérer que l'opinion publique d'abord est figée et qu'ensuite doit être le vecteur de la prise de décision. Ou alors, l'abolition de la peine de mort ne serait jamais intervenue. Juste une chose quand même. Sur l'impératif sécuritaire, ce qu'on est en train de construire là, pour ces enfants, ce qu'il va falloir leur expliquer un jour, c'est très dangereux. L'histoire de France de ces enfants, lorsqu'ils auront 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qu'on va devoir leur expliquer que leur pays a préféré pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, prendre le risque de les voir mourir dans un camp, plutôt que de les voir rentrer dans leur pays. Enfin, peut-on imaginer ce que psychologiquement ces enfants vont penser ? Est-ce qu'on n'est pas là en train de fabriquer le pire chez ces enfants ? Là aussi, encore une fois, moi, ce combat que je mène, que ce soit les parrainages, nous avons, avec notamment Sophia Aram, Fabienne Servan-Schreiber, Serge Effès, mené une campagne pour que chaque enfant puisse avoir un parrain. C'est aussi pour leur dire, il n'y a pas qu'une seule France. Il n'y a pas qu'une France qui vous dit, on ne veut pas de vous. Il y en a une autre qui se bat pour que vous rentriez, mais pas seulement sur un impératif humanitaire, c'est aussi sur un impératif sécuritaire. Parce que la rancœur qui risque fort de grandir chez ces enfants va poser un problème considérable. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur à la morale ? Ce serait par exemple la raison d'État, notamment parce que l'on se dirait que ce que vous dites est parfaitement exact, maître Dauzé, mais à côté de cela, il y a un risque très fort d'enfants qui sont peut-être déjà fanatisés, peut-être ont-ils été entraînés dans des camps de l'État islamique, parce que on sait qu'hélas, un enfant, même extrêmement jeune, peut porter des armes, peut avoir des désirs qui ne sont pas des désirs de paix. Première observation, l'histoire de ces enfants, l'histoire syrienne de ces enfants, c'est l'histoire des camps, et plus l'histoire de Daesh. Pardon, mais les 2/3 de ces enfants avaient moins de 6 ans quand ils sont rentrés dans ces camps. Donc, en fait, ils ont passé toute leur enfance, la moitié de leur enfance, les 2/3 de leur enfance, et certains même sont nés dans ces camps. En réalité, leur souvenir de la Syrie, ce sera le souvenir des camps, et pas le souvenir de l'État islamique ou de Daesh. Première observation. Certains de ces enfants ont vécu sous Daesh. Ils sont doublement victimes. Ils sont victimes de guerre. Et il faut au contraire prendre soin d'eux, les guérir et les réparer. Et je voudrais répondre sur la raison d'État, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi. J'ai eu l'honneur d'être ambassadeur de France pendant 10 ans. C'était pour moi un très grand privilège. Mais la raison d'État, c'est-à-dire en fait l'intérêt supérieur de la France, sa crédibilité dans le monde, sa place dans le monde, quelle serait-elle si nous ne respections pas les conventions internationales dont nous avons porté l'existence? Et ça a été notre honneur d'être derrière cette Convention internationale sur les droits de l'enfant, comme nous avons porté la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres institutions, ou la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est justement la raison d'État commande, c'est-à-dire l'intérêt de la France, sa place dans le monde, sa respectabilité, la qualité d'écoute de sa parole, commande que nous respections les principes que nous avons nous-mêmes proposés au monde. Justement, maître Zimray, il y a aujourd'hui 50 000 enfants probablement dans ces camps. Les autres pays, comment agissent-ils ? Est-ce que des pays font autrement, mieux, je mets le terme entre guillemets, mieux que la France ? Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, je voudrais éviter le discours du bien et du mal, mais en tout cas, plusieurs pays européens ont décidé de rapatrier, c'est un sujet que Marie Dauzé connaît très bien, de rapatrier tous leurs enfants. Oui, la France s'isole de plus en plus. En 2021, 331 enfants et femmes étrangers ont été rapatriés.
sur ces 331 enfants et femmes étrangers, Sur 50 000, ça fait pas beaucoup. Attendez, 97 enfants et femmes étaient européens. Donc 97 enfants et femmes européens ont été rapatriés. Sur ces 97 enfants et femmes, seulement 7 enfants français ont été rapatriés. Et c'était en janvier 2021. Plus un seul enfant depuis un an. Juste, j'ai demandé le rapatriement d'une femme malade des dizaines de fois. Mes demandes de rapatriement se terminaient par « si vous la laissez dans ce camp, elle va mourir ». Elle n'a pas été rapatriée. Sa petite fille a vu sa mère agoniser pendant 3 ans. Elle est morte. Elle est morte, elle a été enterrée en quelques heures à proximité de ce camp. Cette petite orpheline n'est toujours pas rapatriée depuis plus d'1 mois. Est-ce qu'on se rend compte du traumatisme de cet enfant ? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de fabriquer ? C'est ça la réalité. Mais est-ce que l'on peut rendre le droit à cet égard, Maître Dauzé ? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas défendre le droit au nom de ce qui va arriver si on piétine ce même droit. Lorsque vous dites que cette petite fille va probablement en être durablement affectée, tout le monde sera d'accord avec vous, le fait que celle-ci devienne par exemple partisane des thèses que sa mère défendait ou hostile à la France, cela ne peut pas être évoqué pour justifier justement qu'on la rapatrie. Mais pas du tout. Moi, ce que j'évoque simplement, ce sont les conventions que la France a signées. Alors celles-ci sont indépendantes de ce que et qui lui cette petite fille interdit deviendra. d'exposer ses enfants français à des traitements inhumains et dégradants. C'est cela, ce qu'on a soulevé et ce qu'on a mis en exergue devant la Cour européenne des droits de l'homme et ce qu'on continue de mettre en exergue devant les commissions internationales, notamment Commission internationale des droits de l'enfant. Françoise Imray. Qu'une société se mesure, la valeur d'une société se mesure autant, c'est ce qu'on décrivait dans cette tribune avec Bernard Cazeneuve, autant à ce qu'elle s'interdit de faire qu'aux accomplissements dont elle se prévaut. Et c'est vrai d'ailleurs pour une société comme c'est vrai pour un individu. Eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et abandonner ses enfants, pour la France, ça ne doit pas être une option. En conclusion, aujourd'hui, Marie Dauzé, qu'est-ce que vous demandez ? Non mais je demande à ce que le droit s'applique, je demande à ce que la France prenne enfin en considération cet impératif sécuritaire et humanitaire qui est le rapatriement de ses enfants et de ses femmes. Encore une fois, on parle de détention arbitraire. Elles sont détenues sans droit ni titre dans un territoire qui n'est pas un État et ces enfants sont prisonniers. Des enfants français sont prisonniers depuis 3, 4 ou 5 ans parce que la France refuse de les rapatrier. Françoise Imray, je l'ai dit, vous êtes avocat à la Cour pénale internationale, et vous êtes le défenseur d'un certain nombre de causes, y compris de causes qui, aux yeux de tous, sont des causes perdues, des figures même qui parfois incarnent une forme de monstruosité pour l'époque. Je pense par exemple à Ghislaine Maxwell, qui est considérée comme étant une complice d'Epstein, le pédocriminel Epstein. Comment peut-on défendre une femme telle que celle-ci ? Alors d'abord, elle est défendue par d'excellents avocats américains. Moi, je n'interviens pas du tout sur son procès et sur la question de son innocence ou de sa culpabilité. J'ai été saisi avec mon associée Jessica Finel, nous avons été saisis par sa famille d'une question que vient d'évoquer d'ailleurs Marie Dauzé, qui est celle de la détention arbitraire. Voilà quelqu'un qui est détenu depuis presque 600 jours, à l'isolement, avec des fers aux poignets et aux chevilles, qui n'a pas été en situation de préparer sa défense. Comme tout le monde, j'avais vu des documentaires qu'il a présentés comme archi-coupables. J'ai lu des dizaines d'articles de la même façon. On s'est tous fait une opinion sur cette situation. Et puis à un moment, je me suis dit, mais j'ai jamais entendu le son de sa voix. Sa défense ne s'est jamais exprimée. Et donc voilà quelqu'un qui a été présenté comme coupable au monde, qui a été traité comme coupable et qui a été perçu comme coupable, et ce, avant tout jugement et avant de pouvoir être entendu. Et donc là, ça pose le problème du procès équitable et de la nécessité de sa détention avant d'être jugé. J'ajoute qu'il y a une dimension de discrimination, parce que les hommes qui ont été accusés aux États-Unis dans des grands procès des crimes les plus graves
meurtre, viol, O.J. Simpson, Weinstein, Madoff, grande escroquerie, etc., ont tous comparu libres. Donc il y a une diabolisation. Et le lien avec le sujet qu'on vient d'évoquer, on parlait du procès, et je parlais tout à l'heure du sentiment d'écoute et de respect qu'il y a dans et que c'est tout à fait à l'honneur de la France d'organiser un grand procès comme celui-là. Je ne sens pas chez les victimes, je parle du procès des attentats terroristes, je ne sens pas chez les victimes le quart du dixième de la haine et de la diabolisation qui s'abat sur cette femme. Encore une fois, je ne me prononce pas ni sur son innocence ou sa culpabilité, mais je pose la question de la possibilité d'un procès équitable, de la présomption d'innocence pour quelqu'un qui a été présenté comme coupable avant même d'être jugé ou entendu. Maître Dauzé. Moi, j'ai été bouleversée dans le cadre de ce procès, des attentats du 13 novembre, d'entendre certaines victimes se tourner vers les avocats de la défense et dire haut et fort, il faut que ces enfants soient rapatriés. Voilà, j'ai entendu ça et ça m'a profondément bouleversée. Et je pense que c'est ça la maturité et c'est ça notre force en fait. C'est ça notre force, c'est la force de l'état de droit. Mais justement, si on écoute les victimes, si on considère que les victimes, alors dans le cas des attentats du 13 novembre, sont à même d'entendre qu'il faut défendre les criminels, de la même façon, les victimes, dans le cas donc des victimes de Jeffrey Epstein, demandent que Ghislaine Maxwell soit aujourd'hui détenue, condamnée, puisque Epstein ne peut plus l'être, il est mort. Elle est... d'abord, notre action, elle n'est pas contre les victimes, contre les plaignantes. Ghislaine Maxwell est accusée d'infractions graves. Elle doit pouvoir y répondre. Les victimes y ont droit. La vérité y a droit. Mais dans le cadre d'un procès équitable, c'est-à-dire un procès respectueux des principes fondamentaux, les droits de la défense, la présomption d'innocence. Or, qu'en est-il de la présomption d'innocence de quelqu'un qui a été présenté dans le monde entier comme archi-coupable avant d'avoir été simplement entendu? Ce sont des faits qui ont 25, 27 ans pour les plus anciens. Ils ne sont évidemment pas prescrits, sinon il n'y aurait pas de procès. Marie Dauzé, vous êtes justement contre la prescription, mais vous êtes pour la prescription, mais on voit que la prescription, sur le plan juridique, est une notion qui s'effrite de plus en plus. Ah oui, à force de réformer les réformes et puis et effectivement d'ajouter ou de suspendre le délai de la prescription, de l'interrompre, de reporter son point de départ à l'échelle d'une vie pour certaines infractions, plus rien ne sera prescrit en tout cas. Et effectivement, j'explique dans ce livre pourquoi je considère que tout ceci est un risque pris parce que la prescription, c'est d'abord un principe fondamental de lutte contre l'arbitraire. La preuve n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. Et si on considère que 30, 40, 50, 60 ans après une infraction, on peut toujours poursuivre quelqu'un, nécessairement, on va le poursuivre sur des preuves qui n'existeront plus. Et c'est un risque qui, dans un état de droit, ne doit pas être pris. Je veux rebondir sur des termes que vient d'employer Marie Dauzé, à l'échelle d'une vie. Et je trouve que ce qui est très frappant, c'est que notre époque n'est plus à l'échelle d'une vie, justement. Il y a cette hubris comme si, vous voyez, on veut la damnation éternelle, on ne veut pas la justice et la condamnation. Bien sûr que si quelqu'un a fait quelque chose de mal, il s'agit de Ghislaine Maxwell ou quelqu'un d'autre, s'il est prouvé qu'elle a fait quelque chose de mal, elle doit être jugée et condamnée. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit nous parlons de diabolisation et de damnation éternelle. Et on n'est plus à l'échelle d'une vie. Lorsqu'on prononce des peines de 80 à 150 ans de prison, on n'est plus à l'échelle d'une vie. Quand on prétend pouvoir juger des gens 40, 50, 60, on n'est plus à l'échelle d'une vie. Alors, la seule exception que l'humanité considère comme justifiée, c'est les crimes contre l'humanité. Mais enfin, toutes les infractions ne sont pas des crimes contre l'humanité, sauf avoir perdu toute notion d'échelle, justement. Damnation et bannissement. Un dernier mot. Damnation et bannissement, voilà. C'est-à-dire que on ne demande plus à poursuivre quelqu'un, à le condamner, à ce qu'il exécute une peine. On demande et on exige son bannissement. Et c'est là où on quitte l'état de droit et on arrive dans le domaine de la vengeance.
Mais alors, justement, très, très rapidement, puisqu'on en est là, puisque aujourd'hui le tribunal de l'opinion rouvre des dossiers qui sont très anciens, plus anciens que la prescription, est-ce qu'il ne faut pas en prendre acte? Parce que c'est vous-même, avocate, qui êtes embarrassée dans certains procès. Je veux dire, pas forcément vous, Marie Dauzé, mais dans certains procès, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir procès puisque les faits sont prescrits. Oui, il ne peut pas y avoir procès puisque les faits sont prescrits. Et c'est justement parce qu'il faut faire attention au risque d'arbitraire que la prescription doit être préservée dans un état de droit. Et je pense que la prescription doit être sauvegardée pour éviter des condamnations sans preuve. Et il y a beaucoup d'orgueil à vouloir abolir le temps comme ça et considérer qu'il n'a pas de prise. Cette forme d'anti-âge judiciaire est une marque de notre temps et de l'hubris contemporain. François Simeray et Marie Dauzé, merci beaucoup. Je rappelle, Marie Dauzé, que vous avez publié il y a quelques semaines, Éloge de la prescription, c'est aux éditions de l'Observatoire